Absolument. Voici l'histoire entièrement réécrite en français, avec de nouveaux noms de personnages pour éviter toute ressemblance et garantir l'originalité. J'ai conservé la structure, le ton de romance d'époque et la contrainte de ne pas utiliser de sous-titres. Au cœur du Mexique du XIXe siècle, Héloïse Dubois, une femme sans titre de noblesse ni silhouette conforme aux critères de beauté de l'époque, reçoit une lettre de proposition de mariage. Un riche propriétaire terrien l'a choisie pour en faire son épouse par correspondance. Mais donc de Sam, son arrivée au Quai de l'Âne, l'hacienda, elle ne trouve que du mépris. Elle est rejetée pour être jugée trop forte, renvoyée comme si sa valeur se mesurait à sa taille. Ce que personne n'imaginait, c'est qu'un veuf, marqué par le deuil, la verrait comme personne n'avait osé la voir, comme le cœur capable de sauver son foyer. Préparez-vous à vivre une romance d'époque pleine de dignité, de secondes chances et d'émotions inoubliables. La brise salée du port s'infiltrait par la fente de la fenêtre, portant le parfum des algues et des mers lointaines. Mêlé, là, l'arôme chaud du pain fraîchement cuit. Dans la modeste cuisine d'une maison en adobe à Calado, Héloïse sortait du four les dernières pièces de son commerce. Des petits pains dorés, ronds, travaillés par ses mains, comme si chacun contenait une prière silencieuse. Elle les disposa sur de linge propre, sachant que ce geste quotidien ne se répéterait plus. Ce serait sa dernière aube, à Veracruz, en l'an 1875. Héloïse n'était pas une femme fragile ou effacée. Sa taille la rendait imposante et sa figure généreuse ne passait pas inaperçue dans un monde qui mesurait encore la valeur d'une dame, la délicatesse de ses formes. Son visage, cependant, irradiait une chaleur qui désarmait quiconque prenait le temps de la regarder avec sincérité. Elle avait le joue douce, le yeux serein et une expression de tendresse constante que le temps n'avait pas réussi éroder. Avec les mains encore tièdes de la pâte, elle s'assit près de l'appui de fenêtre. Sur la table, une lettre soigneusement pliée, avec d'un cachet qu'elle avait caressé des dizaines de fois, reposait comme un objet sacré. L'expéditeur, Don Mathias Vidal, un grand propriétaire de Santa Clara del Llano, écrivait d'une calligraphie droite et sans fioriture. Elle avait lu ces lignes tant de fois qu'elle le connaissait par cœur. « Je désire une femme qui partage ma maison et mes jours, qui respecte le silence et comprenne le devoir. » Il ne mentionnait ni amour ni tendresse, seulement la promesse d'un toit et d'un nom. Mais pour Héloïse, cela suffisait. Elle vendit sa cuisinière en fer, le drap brodé par sa mère et une paire de boucles d'oreilles anciennes qui avaient été son seul luxe. Elle rangea dans son coffre le peu qui lui restait, un carnet de notes personnelles, un livre de solos pages volante, 2 robes propres et la courte pointe en patchwork que sa mère avait cousue lorsqu'elle vivait encore à la montagne. À l'aube, elle monta dans le train. Le sifflement de la vapeur brisa le calme du port comme un adieu sans mots. Un peu travers la fenêtre, elle vit s'éloigner le toit, les lampadaires éteints, le mur humide par la brume. Elle ne pleura pas. Elle avait l'âme serrée dans la poitrine, mais elle ne pleura pas. Elle ne le fit pas lorsque le train laissa derrière lui le bon champ de Cannes, ni lorsque deux premières ombres de la montagne couvrirent le paysage. Elle ferma simplement le yeux et écouta sa pensée la plus ferme. « Je ne suis pas venue, oh monde, pour être petite pour qui que ce soit. » La traversée fut longue. Le bruit du wagon, l'odeur du cuir vieilli, laissait arrêter aux gares où elle ne connaissait personne. Chaque heure qui passait, Héloïse se demandait si, à l'autre bout du voyage, il y aurait quelqu'un pour prononcer son nom avec respect. Il devait essayer le 3e. Jour de voyage, le train s'arrêta dans une petite gare, noliquée de bois, et quinte aussi toit rouge, flanqué de 2 jeunes poteaux avec des lanternes éteintes. L'enseigne, ternie par la pluie, indiquait « Santa Clara del Llano ». Elle descendit avec précaution, son coffre dans une main et la courte pointe pliée sur son bras. L'air était sec et le vent apportait de la poussière. Se baie autour d'elle, un silence terreux couvrait tout. Il n'y avait ni musique, ni fleurs, ni personne qui l'attendait. Elle attendit. 10 minutes passèrent, puis bleu tout. Un carrosse passa sans s'arrêter. Un gai jeune homme salua de la tête mais ne s'arrêta pas. 3 hachés enfants se couraient après ce coq en riant. L'horloge de la gare marquait l'heure à laquelle il avait promis d'être là. Alors, de l'ombre d'un auvent émergea un homme âgé, au visage buriné et au chapeau de paille. Il s'approcha d'un pas ferme et au regard baissé, jusqu'à s'arrêter devant elle.
Mademoiselle Dubois, oui. Don Mathias Vidal-Quis m'a envoyé vous chercher. Montez, s'il vous plaît. Pendant le trajet, Héloïse tenta de l'interroger sur l'hacienda, sur le maître, sur la vie, à Santa Clara, mais l'homme répondit à peine par des monosyllabes. Le paysage changeait, à mesure qu'ils avançaient, passant de terres rougeâtres à des champs d'agaves, et, plus loin, une grande maison, aux murs blancs, où des couloirs de pierre et d'augues chênes centenaires se dressaient imposants, couronnant l'horizon. À leur arrivée dans la cour principale, plusieurs travailleurs interrompirent leur tâche pour l'observer. Les roues s'arrêtèrent. Héloïse descendit avec précaution. Son cœur battait si fort qu'elle sentait les battements dans sa gorge. Depuis le porche de l'hacienda, un homme en costume sombre, la posture rigide et l'expression sévère l'observait. Il ne descendit pas pour l'accueillir, n'étendit pas la main, il la regarda simplement de haut en bas, sans la moindre discrétion. Héloïse soutint son regard, droite, avalant son incertitude. D'un léger murmure parmi employés coupa le silence. Don Mathias fit dunti payotavad. La lumière du soir tombait sur ses épaules, comme si même le soleil hésitait à le toucher. Ce n'est pas cela à quoi je m'attendais. Ce fut tout. Personne mot de plus. Il fit volte-face et s'enfonça dans la maison, ne laissant derrière lui que l'écho de son mépris. Héloïse resta debout, la courte pointe dans les bras, entourée d'étrangers qui ne savaient s'ils devaient s'approcher ou baisser Dieu. Et tandis que le vent commençait à soulever la poussière du chemin, elle sut, sans besoin d'explication, qu'elle avait été rejetée comme on jette un carton vide. Le chemin du retour vers le village fut plus long que l'aller, non pas par la distance, mais par le poids, non pas du coffre, ni de la courte pointe, mais du silence qui planait entre Héloïse et l'homme qui conduisait la charrette. Celui-là même qui l'avait recueilli avec respect, à la gare, ne savait plus où poser son regard. Personne ne lui avait demandé de parler, personne ne lui avait donné d'explication. Juste un ordre sec depuis le seuil de l'hacienda. Ramenez-la au village. Héloïse ne posa pas de questions. Elle s'assit où on l'avait placée, le dos droit et la dignité recueillie comme un châle que l'on porte pour ne pas trembler. Le soleil déclinait lentement entre elle et des arbres et le chemin de terre commençait à se remplir d'ombre. Le village de Santa Clara del Llano était petit, avec des maisons basses et des rues d'aucune pierres irrégulières. Sur la place centrale, une fontaine gaz sec résistait à toute la poussière et, à côté d'elle, un petit groupe de femmes lavait du linge en silence. À leur passage, certaines levèrent l'estieu. Ce n'était pas de la curiosité, c'était de la reconnaissance, comme si elles savaient déjà qui elle était, même si elles ne l'avaient jamais vue. Lorsque la charrette s'arrêta devant la pharmacie de M. Hector Villeneuve, l'employé déposa le coffre sans mot. Il fit d'un bref geste de la tête, remonta et se perdit dans les rues. Héloïse resta seule, le coffre à ses pieds et la courte pointe dans les bras, comme si elle venait d'arriver dans un monde qui ne l'attendait pas. Elle inspira profondément. Elle savait que pleurer ne servirait à rien, ni crier. La seule chose qui lui restait était de ne pas s'effondrer. Elle poussa la porte de la pharmacie, où l'air sentait les feuilles séchées, l'alcool médicinal et un savon enveloppé de papier. Derrière le comptoir, un homme à barbe blanche et à lunettes rondes lisait, le front plissé. « Je peux vous aider ?» demanda-t-il sans lever les yeux. « Je cherche un endroit où passer la nuit » répondit-elle sans baisser la voix. Don Hector la regarda. Puis, il l'observa attentivement. Il vit sa démarche ferme, la courte pointe serrée contre sa poitrine et ses yeux sereins qui, même tremblants, à l'intérieur, ne demandèrent pas la charité, juste une sequoine. Il ne posa pas de questions sur son histoire. Il désigna simplement l'escalier au fond. « J'ai une chambre basse l'étage. Elle n'est pas grande, mais elle est propre. Si cela vous convient, vous pouvez rester cette nuit. » Héloïse hocha la tête. Quand elle monta le escalier et ouvrit la porte, elle trouva un espace minuscule, un lit étroit, une table boiteuse et ses fenêtres, cadre de bois qui grinçait au vent. Elle s'assit au bord du matelas, ouvrit son coffre et laissa la courte pointe pliée sur le côté, comme si en l'étendant, elle se couvrirait aussi de courage. Le lendemain matin, elle descendit
mit au marché avec le peu qui lui restait. Elle acheta de la farine, un peu de cannelle, une douzaine d'œufs et un des petits morceaux de saindoux. Cet après-midi-là, dans la cuisine haute de l'arrière de la pharmacie, elle pétrit d'une main ferme et l'âme contenue. Elle alluma le four ancien avec du bois sec et en peu de temps, l'air fut rempli de l'arôme de son enfance. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était sien. Le même après-midi, elle plaça les petits pains dans un panier propre et se dirigea vers la place. Elle choisit un coin près du puits et étendit un mélange sur une caisse renversée. Elle s'assit là, le dos droit, sans crier son produit, sans mendier, elle attendit simplement. Certains passèrent, d'autres la regardèrent du coin de l'œil. Mange ou mort de la achetèrent par curiosité plus que par faim. Une femme ses gauche et visage osseux et ses lèvres pincées s'arrêta devant son étal sans regarder son pain. Elle parlait avec une autre, à son voix basse, mais pas assez pour qu'on ne l'entende pas. « C'est celle qui a été rejetée », murmura-t-elle. Héloïse l'entendit, ne scia pas, ne baissa pas les yeux, prit juste une main de serviette propre et couvrit délicatement un petit pain qui lui restait, comme si elle enveloppait un des bijoux. Cette nuit-là, elle cuisina de nouveau, non pas parce qu'elle avait beaucoup vendu, mais parce que là, le four était la seule chose qui ne la jugeait pas. La farine sous ses ongles était sa façon de dire « je suis là ». Lorsque la dernière fournée fut prête, elle resta seule dans la pénombre de la cuisine, mains encore chaudes par le travail et le cœur plus tempéré que la nuit. Elle se souvint alors de quelque chose que sa mère lui disait souvent pendant qu'elles pétrissaient ensemble. « Oh, loin, ce qui sort de tes mains reviendra toujours. » Et en éteignant la lampe, Héloïse pensa que peut-être, même si le monde l'avait rejeté, ses mains savaient encore créer un foyer. Le nom de Héloïse Dubois glissa dans le rue de Santa Clara del Llano, comme les 10 feuilles mortes quand le vent souffle, sans hâte, sans direction précise, mais avec un destin certain. Le petit pain qu'elle vendait sur la place n'était pas la seule chose qui attirait l'attention. Son allure sereine, son visage sans maquillage de peine, et cette façon de marcher comme si elle ne devait rien à personne, éveillèrent plus d'une langue inquiète. Il ne fallut pas longtemps pour que la rumeur parvienne aux oreilles de Doña Clarice, la gouvernante de l'Hacienda San Remigio, une femme de la voix grave, un hauts froncement de sourcils perpétuel et regard qui savait distinguer l'apparence de la substance. Elle avait servi la famille Belmonte Duval pendant plus de 130 ans. Et bien que ses paroles fussent comptées, son opinion avait du poids. « Nous n'avons pas besoin d'une sainte », dit-elle un de matin dans la cuisine de l'Hacienda. « Juste de quelqu'un qui sache lire, coudre et n'ait pas peur du silence. » C'est ainsi qu'Héloïse reçut la visite d'un jeune valet avec une note brève. La lettre n'était pas signée, mais elle contenait un rendez-vous, se présenter à l'Hacienda San Remigio le lendemain, à l'aube. La voiture qui l'emmena était sobre, tirée par deux chevaux fatigués et conduite par d'un palefrenier taciturne. À mesure qu'il s'éloignait du village, le paysage devenait plus vert, mais aussi plus solitaire. Des collines douces, des champs cultivés endormis par le froid et l'eau au loin, la silhouette d'une maison qui semblait hors du temps. L'Hacienda San Remigio émergeait comme une carte postale oubliée. Des murs hauts de pierre de taille claire, des balcons en fer forgé, des colonnes épaisses et un clocher sans cloche. Le vent apportait l'odeur du bois ancien et de cette humidité tranquille que seule la maison où le temps s'est installé pour vivre possède. À son arrivée, Doña Clarice l'accueillit dans le vestibule, où d'une horloge à pendule marquait le 6 secondes, comme si elle comptait des histoires et non des minutes. « Mademoiselle Dubois, dit la femme sans sourire, il n'y a pas grand-chose à expliquer. Ici, on ne parle pas trop. Dans cette lugueuse jeune fille vous attendent. » Elles montèrent un large escalier, aux rampes sculptées et parcoururent un long couloir où le silence semblait avoir son propre poids. Au bout, une double porte s'ouvrit avec un léger grincement. Sortit à l'intérieur, une pièce illuminée par une grande fenêtre donnait sur un monde différent. Joséphine, âgée de 900, était assise près du bureau, écrivant avec une plume qui glissait à des peines sur le papier. Elle ne leva pas le sous-yeux en entendant le sous-pas. Elle était mince, aussi visage fin et aussi sourcils droits. Sa robe était impeccablement repassée et sa
coiffure tirée et précise. Il y avait en elle plus que de la discipline. Il y avait de la distance. Léonore, en revanche, âgée d'à peine 6 ans, courait pieds nus sur le tapis avec une compoupée de chiffon dans bras et le visage éclabousé de farine. En le voyant, Héloïse, elle s'arrêta net et la regarda avec la surprise charmante de celle qui découvre une nouveauté désirée. « Vous, est-ce la nouvelle dame ?» demanda Léonore d'une voix timide. « Je suis Héloïse, » répondit-elle, s'accroupissant légèrement. « Je viens vous accompagner pour un temps. » Joséphine, que ne dit rien, laissa simplement sa plume, se leva avec une grâce contenue et se retira vers une porte latérale. « L'aînée porte encore son deuil, » expliqua Doña Clarisse à la voix basse. « Mais la plus jeune a besoin de quelqu'un qui lui enseigne plus que Choulette. » Dans les 2 jours qui suivirent, Héloïse commença à s'adapter à la routine de la maison. Elle partageait de luxe repas avec les 2 filles dans ces petits salons à manger près de la cuisine. Elle se promenait avec elles dans le potager le 2 matin. Elle leur lisait des contes le coup de soir et la nuit. Quand tout dormait, elle restait dans sa chambre à se repasser chaque geste de la journée comme si elle tissait une couverture invisible. Cependant, quelque chose l'interpellait. Personne ne mentionnait le de conte, ni les jeunes filles, ni la gouvernante, ni les domestiques. C'était comme si son nom était interdit. Quant à Héloïse demanda de ses nouvelles, Doña Clarisse ne répondit que par une phrase laconique. Il ne descend pas souvent. 3-6 jours se passèrent sans qu'elle le vit, jusque nuit. En nous traversant le couloir qui menait à la bibliothèque, elle crut sentir une présence. Elle s'arrêta. Une légère brise fit bouger de la malle le rideau du bureau fermé et elle la vit. Une silhouette masculine, grande et droite, se profilait derrière l'un voile blanc de la fenêtre. Il ne bougeait pas, ne disait rien, il observait simplement. Héloïse sentit que quelque chose s'arrêtait en elle. Ce n'était pas de la peur, pas de la surprise, c'était autre chose. La sensation que quelqu'un la regardait comme on feuillette un livre encore fermé. Elle ne posa pas de questions, n'appela pas, continua simplement son chemin en silence, le débattement de son cœur en ordre et son âme en alerte. La maison de San Remigio était grande, oui, mais plus grande encore était tout ce qui n'était pas dit en elle. L'arôme du pain grillé flottait entre les murs de la cuisine, alors que le matin commençait à se dessiner en tons dorés sur l'hacienda. Héloïse se déplaçait avec précision, servant tassée de lait chaud et distribuant tranches de pain avec la confiture, comme on dépose sa confiance dans de petites mains. Léonore, hausse boucle lâche et grosses lèvres tachées de fraises, fredonnait une chanson d'enfant en balançant ses jambes sous la table. Joséphine, elle, gardait sa posture droite et les regards baissés, coupant son pain avec un soin excessif, comme si la moindre distraction pouvait lui faire perdre son équilibre. La porte de la salle d'Anne manger s'ouvrit sans un bruit. De Bruno Belmont et Duval, comte de San Remigio, franchit tout le seuil en silence. Il portait une chemise de lin sombre, le col sans cravate et le visage plus pâle que le jour. Sa seule présence changea l'atmosphère. Plus de filles domestiques s'arrêtèrent un instant. Joséphine leva le cilieux et Léonore cessa de fredonner. Héloïse se regarda de face sans baisser le cilieux, avec le respect qui n'implore ni ne s'agenouille. Il ne parut pas surpris. Ses yeux la parcoururent d'une lenteur mesurée. Sans franchir de limite, sans l'envahir, ils l'enregistrèrent simplement. La figure droite, l'expression sereine, la fermeté avec laquelle elle tenait la théière. « Mademoiselle Dubois », dit-il enfin d'une voix grave, sans sourire. « Comte », répondit-elle sur le même ton. Silence. Léonore fut la première à retrouver son aisance. « Papa, tu veux du pain, jette la confiture ?» C'est elle qui l'a fait. Bruno acquiesça d'un léger geste. Il s'assit, à la tête de table, où personne ne s'était assis depuis longtemps. Sa présence n'était pas imposante par sa taille, mais par la façon dont il remplissait l'espace, comme si même l'air s'adaptait à sa douleur contenue. Héloïse lui servit une tasse sans trembler. Ses doigts effleurèrent brièvement le dieu sien, en croche de la lui tendant. Ce fut un instant fugace, un frôlement, un fil, un avertissement. Pendant le petit déjeuner, Bruno ne posa pas de questions. Il se contenta d'observer. Les fils mangeaient comme si elle voulait lui plaire, et lui, au lieu de mots,
offrait des regards longs et posés. En voyant le sourire de Léonore, en se reposant sur le bras d'Héloïse, quelque chose changea dans son expression. Un souvenir le traversa sans permission. Claire, Devasolano Sergio, son épouse. Il se souvenait d'elle riant dans cette même salle, déjà mangée, seulement cheveux dénoués et la robe tachée de farine, alors que Léonore n'était encore qu'un rêve et Joséphine apprenait à peine cela s'y est marché. Il se rappela le son de sa voix lorsqu'elle chantait sans raison et comment l'écho de ce rire s'était éteint sans retour après la maladie. Maintenant, une autre femme était là. Elle ne portait pas de parfum sucré ni de robe chère. Elle ne remplissait pas la maison de paroles et ne cherchait pas à plaire. Pourtant, sa seule présence commençait à remuer quelque chose dans les fondations endormies de l'endroit. Après le petit déjeuner, Bruno se retira sans dire adieu. Personne ne s'y attendait. Cet après-midi-là, depuis le balcon de son bureau, il la vit. Héloïse était assise dans le jardin sous l'œuf noyer, un taille et livre, à tous la main et tous une fille à poursuivre ses côtés. Elle lisait sur cette voix haute, d'un ton clair, sans fausses intonations. Léonore l'écoutait, la tête posée sur ses genoux. Joséphine, sans regarder en face, feignait l'indifférence, tandis que ses yeux ne perdaient pas un seul mot. Bruno ne fit pas de bruit, n'interrompit pas, resta dans l'ombre, le deux mains croisées derrière son dos et les deux lèvres sans expression. Mais à l'intérieur, une très légère fissure commençait à s'ouvrir. Il n'aurait pas cru que quelqu'un puisse ramener de la chaleur cette maison. Mais elle était là, assise sous un arbre, lisant comme si les mots pouvaient tisser un foyer. La matinée se déroulait tiède sur le mur de pierre claire et une douce brise parcourait court comme une caresse à peine remarquée. Héloïse accompagnait Léonore dans la routine habituelle de lecture. Mais ce jour-là, la petite fille ne parvenait pas à garder son attention sur les pages. Ses yeux vifs glissaient vers la fenêtre ouverte de la salle de classe où l'air apportait l'odeur sauvage de quelque chose de plus vivant que deux en livre. « Qu'y a-t-il derrière la chapelle ?» demanda la petite s'arrêtant au milieu d'une phrase. Héloïse réfléchit un instant. Depuis son arrivée, elle n'avait exploré que le salon principaux et l'aile nord, où se trouvaient ses appartements. Ce coin était en dehors du chemin habituel. « Nous pouvons aller voir, » dit-elle, fermant le livre doucement. Elles sortirent sans hâte, traversant la cour pavée où les domestiques se déplaçaient en silence. Elles contournèrent l'ancienne chapelle, dont le mur était couvert de mousse et d'ombre, jusqu'à se trouver un portail bas, à moitié caché par des branches sèches. Léonore poussa avec force. La charnière rouillée protesta en se tournant et, de l'autre côté, mais monde oublié s'ouvrit. C'était jardin caché, sans sentier défini, où de mauvaises herbes poussaient librement, et ces arbustes semblaient avoir oublié leur forme. Une banque de fer corrodée s'inclinait sous un citronnier sauvage, et une vigne non taillée s'enroulait sur une clôture brisée. Mais d'où se suisse, au milieu de tant d'abandon. De petits éclats de vie perçaient encore, des pousses vertes, quelques fleurs tremblantes, la promesse de quelque chose qui fut autrefois beau. « Maman jouait ici », murmura Léonore, comme si elle n'était pas sûre de pouvoir le dire tout haut. Héloïse ne répondit pas. Elle s'agenouilla dans la terre humide et commença à enlever le feuille sèche avec ses mains. La petite fille l'imita sans qu'on le lui demande. Pendant 2 heures, elles travaillèrent ainsi sans beaucoup parler, laissant le silence s'exprimer à leur place. La terre leur tachait les ongles, le vent les ébouriffait, mais aucune ne se plaignait. D'une galerie latérale du 2e étage, Bruno les observait. Appuyé contre une colonne, la main sur la balustrade de fer forgé, il regardait la scène comme on contemple un casse-souvenir qui ne nous appartient pas entièrement. La silhouette de Léonore, accroupie à côté de cette femme, au tout visage tranquille et tout main ferme, lui rappela soudainement un ancien parfum. Lavande, romarin et le pur doux de sa défunte épouse courant parmi les mêmes buissons. Il ferma Alscoyeux. Le jardin avait été de sien aussi, son refuge. Il l'avait abandonné le jour où la douleur lui avait ôté de l'envie d'arroser quoi que ce soit. Maintenant, quelque chose refleurissait là. Il ne savait pas ce que c'était, mais il le sentait. Dans le après-midi, Joséphine s'approcha de la grille d'entrée du jardin.
Elle ne la franchit pas, ne salua pas, resta simplement debout, la semaine jointe et les lèvres serrées, regardant Léonore et l'Héloïse rire en découvrant un rosier caché sous de l'aise broussaille. « Tu veux nous aider ?» demanda l'ancienne institutrice d'une voix chaleureuse. Joséphine ne répondit pas, fit demi-tour et partit sans faire de bruit. Cette nuit-là, lorsqu'Héloïse retourna dans sa chambre, elle trouva sur la table un des livres reliés en tissu sombre. C'était de la poésie. Son cœur sursauta. Elle n'avait jamais vu ce livre auparavant. En ouvrant la première page, elle trouva un mot manuscrit sans signature. Pour celle qui sait voir la beauté là où le sot autre ne voit que la terre. Elle fixa la phrase comme si elle pouvait la toucher, comme si quelqu'un, du silence le plus total, lui avait dit tout ce que personne n'avait osé nommer. À Santa Clara del Llano. Les mots ne sont pas toujours prononcés à deux voix hautes. Parfois, ils voyagent enveloppés dans des gestes, entre des tasses de porcelaine et des éventails qui se ferment avec claquement subtil. Et quand une nouvelle femme foule cette vieille terre, le silence ne tarde pas à se faire l'écho. Les rumeurs commencèrent au portail, après la messe. Dans les couloirs frais des grandes maisons, d'un petit déjeuner servi avec de la crème épaisse et du thé, de stockil la cannelle. On parlait de Héloïse Dubois. D'abord, ce fut sa démarche, puis sa façon de regarder, enfin de son histoire. Ils disent que Don Mathias l'a fait venir, mais qu'il l'a renvoyé comme de la marchandise défectueuse, murmura une femme mâle, chapeau penché tartinant du miel sur d'un biscuit. Et pourquoi exactement? Demanda une autre avec une fausse innocence. Pour des raisons qu'on ne dit pas tout haut, mais que nous comprenons toutes, intervint une troisième. Baissant le ton, l'instigatrice de ces commentaires était Donia Thérèse Montiel, l'épouse du conseiller Aristide Villegas. Un homme ambitieux et envieux du respect que Bruno Belmont, son Duval que conservait encore dans la vallée. Une de Thérèse avait une langue acérée comme une aiguille et une mémoire parfaite pour les défauts d'autrui. Elle n'avait jamais mis le pied baqué l'hacienda, San Remigium, mais elle en parlait comme si elle était née entre ses murs. Ils l'ont fait venir pour s'occuper des petites, mais ce dont elle s'occupe, et c'est d'autre chose, lança-t-elle, un deux après-midi, avec un sourire tordu. La rumeur se répandit alors qu'Héloïse n'avait pas seulement été rejetée pour sa silhouette, mais pour quelque chose de beaucoup plus sombre, quelque chose d'indécent pour une femme respectable. On ne disait pas quoi, ce n'était pas nécessaire. Dans ce cercle, l'insinué pesait plus lourd que le dit. Une semaine plus tard, Bruno fut invité à un dîner social chez le Villegas, sous prétexte de discuter de la rénovation du pont qui traversait la rivière. Il s'y rendit, non par plaisir mais par obligation. Le déjeuner fut servi dans un espacio d'eau, glycine et une fleur. La conversation tourna autour de la politique, des récoltes et du temps. Jusque ça n'une tête que Thérèse, le que sourire, aux que lèvres et la dague prête, lance sa question. « Comte, comment se porte votre nouvelle institutrice? On nous a dit qu'elle a un passé intéressant. » Bruno leva le yeux de sa coupe sans hâte, ne fronça pas le jaune sourcil, n'éleva pas la voix, il la regarda simplement avec la sérénité implacable de celui qui sait mesurer le poids du poison d'autrui. « Elle fait son travail avec discrétion et efficacité, » répondit-il avec neutralité. « Ah, mais vous savez que dans ces petits villages, le passé ne reste pas toujours où l'on voudrait, » continua-t-elle, comme celle qui laisse tomber une goutte d'encre dans de l'eau claire. Bruno ne répondit pas, but une gorgée de vin et tourna son visage vers ce pan de jardin, comme si la conversation ne méritait plus son attention. Il ne démentit pas, ne confirma pas, ne la défendit pas. À l'hacienda, pendant ce temps, Héloïse distribuait des petits pains fraîchement cuits aux des ouvriers agricoles, comme elle le faisait certains après-midi. Elle savait que la farine était mieux appréciée si elle était partagée. Elle le laisse offrait avec notre bref sourire, sans un mot de trop. Un de deux, un garçon de 15 en des douteuses doigts tachés de poids, lui dit « Merci, mademoiselle. » Personne n'avait fait ça depuis la mort de la patronne. Elle inclina la tête. Elle ne savait pas si elle devait se sentir honorée ou visée, mais elle accepta le geste avec humilité. Cette nuit-là, en retournant dans sa chambre, elle remarqua que la fenêtre était entr'ouverte. L'air froid entrait et là, un silence semblait différent.
plus dense. Bruno de là se vit depuis seulement couloir de l'aile ouest, où les lanternes projetaient des ombres allongées sur le sol de pierre. Elle se tenait debout près de la table, organisant des livres, avec la même sérénité qu'elle portait dans le lieu depuis le premier jour. Il ne dit rien, ne fit rien, l'observa simplement pendant quelques secondes plus longtemps que nécessaire. Et pour la première fois, quelque chose changea dans son regard. Il ne la voyait plus comme une femme vivant sous son toit. Il commençait à se la voir comme une question à laquelle il n'osait pas répondre. La pluie arriva sans prévenir, comme tout ce qui bouscule la routine sans demander la permission. Elle commença par une brise humide au crépuscule, et tout au moment où la nuit enveloppa l'hacienda, le ciel s'était déversé sur Holm, toit comme s'il lavait secrètement la poussière des jours. Joséphine, qui depuis le début de la journée avait montré une légère rougeur aux joues et un regard plus terne que d'habitude, ne descendit pas dîner ce soir-là. Elle dit qu'elle préférait rester dans sa chambre, et quand Léonore monta la chercher pour lui montrer une fleur séchée qu'elle avait sauvée du jardin, elle la trouva tremblante sous des télémètres de couverture. De lèvres gercées et le visage enflammé par la fièvre, Héloïse monta immédiatement. La fillette ne protesta pas, ouvrit simplement les yeux avec effort et essaya de focaliser sa voix. « J'ai froid », murmura-t-elle. Et l'institutrice lui caressa le front de la paume de sa main. Il brûlait. La chaleur qui s'en dégageait n'était pas celle d'une après-midi à la campagne, mais cette chaleur inquiétante que le score n'apporte que lorsqu'il se défend du monde de l'intérieur. « Ne t'inquiète pas, Joséphine, murmura-t-elle. Je vais prendre soin de toi. » Elle fit chauffer de l'eau, prépara des compresses humides et ouvrit les fenêtres pour que la brise adoucisse l'atmosphère lourde. Elle resta à ses côtés, surveillant sa respiration, tandis que la pluie battait la vitre, un rythme triste. Léonore, inquiète, apparut sur le seuil avec de la couverture dans les bras. Elle ne dit rien, regarda simplement sa sœur, puis Héloïse, comme si elle ne savait pas si elle devait s'approcher ou s'enfuir. « Puis-je rester ?» « Oui, demanda-t-elle. « À de voix basse, bien sûr, répondit Héloïse. « Reste juste près de moi et fais silence. » La fillette posa la couverture sur la chaise et s'assit par terre, serrant ses genoux comme si sa seule présence pouvait aider à te maintenir le peu ce monde en sa place. Les heures passèrent lentement. Joséphine délirait par moments, murmurant des phrases décousues, des mots incohérents. Puis elle s'enfonçait dans un sommeil agité, dont elle se réveillait en sursaut. Héloïse ne bougeait pas, elle changeait le casse-compresse avec délicatesse, humectait ses lèvres d'eau fraîche et lui prenait la main lorsque la fièvre montait. Vers minuit, alors que le reste de la maison dormait, Joséphine entr'ouvrit ses yeux. La faible lumière de la lampe à huile profilait le visage de Héloïse d'une auréole dorée. La fillette la regarda longuement sans ciller, comme si elle voyait quelqu'un au-delà d'elle. « Maman » murmura-t-elle. Héloïse retint son souffle. Ce n'était pas un jeu ni un délire ordinaire. C'était un ces mots prononcés par besoin, par mémoire, par un de nos désirs ardents qui n'avait trouvé de voix que maintenant. Elle ne corrigea pas, n'expliqua pas. Elle lui chanta simplement quelque chose de très ancien, à peine un murmure. Deux berceuses que sa propre mère lui avait répétées dans son enfance lorsque les coups de tonnerre la faisaient trembler. Joséphine ferma. Dieu, d'eau d'écusson et sa main, encore tiède, serra plus fort celle de Héloïse, depuis le couloir de l'aile nord, où l'ombre couvrait le sad mur comme un épais manteau. Bruno n'observait. Il ne s'était pas annoncé, n'avait fait aucun bruit. La pluie et la fièvre lui avaient fait perdre le contrôle de ses horaires. Il était monté, poussé par un pressentiment, par cet instinct qui n'apparaît que lorsque quelque chose s'agite à l'intérieur. Et puis, il la vit, Héloïse, assise près du lit, la tête penchée et les lèvres bougeant à peine sur un quand en mélodie qui semblait venir d'un autre temps. La scène était simple, presque intime, mais elle contenait une tendresse qui faisait mal. Il ne voulut pas interrompre. Il resta là, debout, appuyé contre l'encadrement, sans faire le moindre geste. La berceuse lui rappela une image claire, son épouse, Joséphine, dans Elsk bras, lui chantant sous la même pluie de nombreuses années auparavant. Il se souvint de la robe de coton bleue, adée tous de cheveux encore humides, après le bain et du rire qui faisait trembler les deux murs de joie. Maintenant, une autre femme chantait et sa fille l'écoutait.
Bruno Gède se retourna et partit sans dire un mot. Le lendemain matin, le ciel se leva dégagé et le chant de ces oiseaux rompit le silence d'un ton plus net. Joséphine s'endormait mieux, la fièvre baissait. Héloïse n'avait pas encore dormi. Mais ses yeux, bien que fatigués, ne montraient pas de défaite. Ils montraient son batte. En s'ouvrant la porte de sa chambre pour chercher plus d'eau, elle vit quelque chose sur le seuil. C'était un bouquet de fleurs d'oranger attaché avec un fil de jute. Il n'y avait pas de mots, ce n'était pas nécessaire. Audrey Louise, le page, regarda longuement comme si c'était une offrande subtile de quelque chose qui n'est pas nommé, mais qui est ressenti. Elle ne le ramassa pas immédiatement. Elle le contempla simplement en silence, sachant que ce geste muet et simple parlait plus que toute excuse et plus que toute promesse. La matinée se déroula lentement sur l'Hacienda San Remigioca. Le ciel était clair, mais l'air apportait une densité étrange, comme si le jour pressentait que quelque chose allait perturber la quiétude habituelle de la campagne. Dans la cuisine, le murmure des servantes s'accélérait. Les ouvriers vérifiaient leurs chemises et peignaient leurs cheveux avec de sound doigts humides. Et même Doña Clarisse, secouée visage de pierre, et semblait plus vigilante que d'habitude. Héloïse le remarqua tôt. Il y avait une tension qui planait dans l'air, un bourdonnement invisible qui faisait que tout le monde parlait, voix basse et marchait plus vite. Elle ne tarda pas à comprendre. Don Mathias Vidal, celui-là même qui l'avait rejeté d'une phrase sèche et sans une once de compassion, venait rencontrer Don Bruno Belmont et Duval pour des questions liées d'aux terres qui bordaient le stade de propriété. La nouvelle lui tomba sur l'estomac comme un poids, non pas parce qu'elle craignait une confrontation, mais parce qu'elle ne savait pas comment affronter le regard de cet homme qui l'avait jeté comme un nain rebut. Elle se retira dans sa chambre, le cœur battant. Elle savait que le couloir de pierre avait des yeux et des oreilles, et que sa présence ici serait une provocation. Mais le destin de Héloïse Dubois n'était pas de se cacher. Au côté du livre de poésie se trouvait le bouquet de fleurs d'oranger, un rappel silencieux qu'un foyer était en train de se former, même lentement. Elle inspira profondément, redressa l'epsto et, d'après pas une toute minute de silence, descendit solo d'un salon, déterminée à servir le seau de café avec la même dignité qu'elle utilisait pour pétrir la pâte de son pain. Si elle devait être vue, elle serait vue comme la femme qu'elle était, une haute force de la nature.